Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres d'aujourd'hui. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, où il met l'accent sur l'importance stratégique du métier d'informer. L'Algérie veut bénéficier de l'expertise du programme des Nations Unies pour le développement dans la gestion des barrages. Balance commerciale algérienne entre janvier et septembre 2015, le déficit se creuse à plus de 10 milliards de dollars. International, territoires occupés, le vote à l'UNESCO d'une résolution critique d'Israël suscite la colère de Benjamin Netanyahou quant à la revendication du mur des lamentations. Nous débutons ce journal avec le nombre des hadjis algériens décédés suite à la bousculade survenue à Mina près de la Mecque, qui s'élève à 35 selon un nouveau bilan communiqué hier par le ministère des Affaires étrangères. La même source fait état également de 7 hadjis blessés qui sont toujours hospitalisés dans des établissements à la Mecque, Jeddah et Médine, et 13 autres qui n'ont pas donné signe de vie à ce jour, précise la même source. La liste des hadjis décédés, blessés ou n'ayant pas donné signe de vie est disponible au niveau de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, est-il ajouté. Rappelons à ce sujet que le nombre de victimes de la bousculade survenue le 24 septembre dernier à Mina, près de la Mecque, ne cesse d'augmenter. Pas moins de 2097 personnes y ont péri, selon un décompte chiffre fourni hier par 34 pays. Dans un message adressé à l'occasion de la Journée nationale de la presse, le président de la République a exhorté les journalistes de la presse écrite à adhérer au fichier national mis en place depuis l'année passée par l'autorité de régulation audiovisuelle, afin de leur permettre de soutenir le processus des réformes engagées ces dernières années dans le secteur de l'information. Récit de Neriman Rezgan. Par la même occasion, le premier magistrat du pays a incité les professionnels, notamment les éditeurs, à assumer leurs responsabilités en matière de formation et d'investissement au sein de leur entreprise afin de garantir la pérennité des emplois de leurs salariés. Il a souligné dans ce sens, de tels efforts doivent se traduire par la professionnalisation des personnels et la modernisation des moyens ainsi que le respect des dispositions de l'arsenal législatif et réglementaire relatif à la protection des travailleurs du secteur de l'information et la garantie de leurs droits et acquis sociaux. Le chef de l'État a fait savoir qu'il a veillé à ce jour que la presse nationale soit dotée des outils juridiques qui garantissent le libre exercice de ses activités, conformément aux normes et règles professionnelles en vigueur dans les sociétés démocratiques et dans le respect de la déontologie et de la morale qui guide partout ce métier. Pour ce faire, il a condamné au gouvernement de parachever l'arsenal juridique régissant les activités liées au secteur de l'information, notamment en ce qui concerne la régulation dans les domaines de la presse écrite et de l'audiovisuel. Pour rappel, la Journée nationale de la presse célébrée chaque 22 octobre a été décrétée par le président Abdelaziz Bouteflika il y a 2 ans en hommage à la parution du premier numéro du journal Al-Muqawama Al-Jazairiya, la résistance algérienne pendant la glorieuse révolution de libération nationale. Il rappelle aussi que la sauvegarde de la stabilité du pays concerne évidemment dans le cadre de la loi tous les acteurs, y compris l'honorable famille de la presse, qui continue de jouer comme par le passé un rôle essentiel. Un plaidoyer pour la mise en place d'une charte d'éthique et de déontologie des journalistes. C'est ce qui ressort principalement de la conférence débat tenue hier à l'École supérieure de journalisme à l'occasion de la Journée nationale du journaliste. Couverture de Imen Khiyar et commentaire de Neriman Rezgan. La session de formation organisée au profit de journalistes de différents médias publics et privés a été animée par le président du conseil d'administration d'Al-Haram en Égypte, Ahmed El-Neggar, en présence du ministre de la Communication, M. Hamid Green. Dans son intervention, le conférencier a évoqué notamment les règles que le journaliste doit respecter en exerçant sa profession, tout en soulignant la nécessité d'éviter la diffamation et le sensationnel et de s'appuyer sur des sources sûres. Il a insisté dans le même contexte sur la nécessité de prendre en considération la sécurité et la souveraineté du pays dans le travail journalistique, citant plusieurs expériences dans ce sens. M. An-Neggar a insisté sur la protection assurée aux journalistes lors de la couverture des événements, notamment dans les régions de tension et de conflit. Le responsable du conseil d'administration d'Al-Haram a également jugé utile l'établissement d'une loi claire traitant du domaine de l'éthique dans le journalisme, une loi qui comprendrait entre autres, dira-t-il, des dispositions très répressives à l'encontre des journalistes transgressant leurs devoirs professionnels. الإعلام العربي بيتعامل بمنطق إنه هو بينقل من وكالات الأنباء الغربية. هذه تصل لحد الجريمة.
بمعنى لابد أن يكون لدى كل صحيفة، لدى كل قناة تلفزيونية، لدى كل إذاعة ما نسميه ستايل بوك، أن يكون هناك قانون لحرية تداول المعلومات. لأنه إذا كان الصحفي ينبغي، احنا بنتحدث طول الوقت ان الصحفي ينبغي انه يلتزم ويلتزم ويلتزم، لكن ايضا لدى الطرف الاخر اللي هو الدولة لابد ان يكون هناك اتاحة للمعلومات. Les interventions des journalistes ont été axées notamment sur les questions liées aux limites de la déontologie et la liberté d'expression, ainsi que sur la résistance des médias publics face à la progression des médias privés. De son côté, le ministre de la Communication s'est félicité de la tenue de ce genre de rencontres qui s'inscrivent dans le cadre du projet du ministère en faveur de la formation des journalistes algériens. L'Algérie veut bénéficier de l'expertise du programme des Nations Unies pour le développement, notamment en matière de gestion et de sécurité des barrages, a indiqué M. Abdelwahab Nouri, ministre des Ressources en eau et de l'Environnement. Plus de détails avec Neriman Alzgen. L'Algérie se dotera bientôt de 12 nouveaux barrages, en plus des 72 déjà en exploitation. Et nous avons demandé au PNUD de nous faire bénéficier de son savoir-faire dans les domaines de la gestion et la sécurité de ces ouvrages, a déclaré le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, M. Abdelwahab Nouri, à l'issue d'une audience qu'il a accordée à la représentante résidente du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies en Algérie, Mme Christina Amaral. Les deux parties ont abordé à cette occasion les questions liées à la gestion rationnelle des ressources en eau et leur mobilisation ainsi qu'un projet commun de gestion intégrée des déchets près d'Alger. Exprimant sa pleine disposition à accompagner techniquement l'Algérie dans le domaine de la gestion des barrages, Mme Amaral a mis en avant l'immense travail accompli par l'Algérie dans le domaine des infrastructures hydrauliques et les aspects liés à leur sécurité et à leur gestion. En outre, M. Nouri a fait part de l'intérêt de la partie algérienne de tirer profit de l'expérience du PNUD dans la mobilisation des eaux souterraines à travers le rechargement des nappes phréatiques, une technique maîtrisée par les experts de l'organisation onusienne. Solution utilisée en cas de sécheresse, la réalimentation artificielle des nappes phréatiques est un procédé possible à partir de la canalisation des eaux de surface et des eaux pluviales, notamment à travers des puits d'injection ou de bassins d'infiltration. Les deux parties ont également évoqué la participation de l'Algérie à la conférence internationale sur les changements climatiques prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Le ministre a exprimé la volonté de l'Algérie de contribuer au succès de ce rendez-vous international. L'Algérie est l'un des pays les plus impactés par ce phénomène. En témoigne ce que nous sommes en train de vivre comme épisode orageux, les inondations à répétition avec les conséquences que nous connaissons tous, a-t-il ajouté. Économie. Le déficit de la balance commerciale de l'Algérie s'est encore accentué durant les 9 premiers mois de cette année. En un mois, l'écart s'est élevé à plus de 1,20 milliard de dollars, atteignant ainsi les 10,33 milliards de dollars à la fin septembre. Plus de précisions avec Neriman Alzgen. De janvier à septembre dernier, les exportations se sont établies à 28 milliards de dollars contre 48 milliards de dollars à la même période de 2014, soit une chute de 40,24%, précisent les données du Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 39 milliards de dollars contre 44 milliards de dollars, en baisse de 11,34%. Cette baisse des exportations s'est répercutée sur le taux de couverture des importations qui a atteint 74% durant les 9 premiers mois de 2015 contre 109% à la même période de l'année 2014. Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 94,56% du total des exportations, étaient évaluées à 27 milliards de dollars contre 46 milliards de dollars, soit une baisse de 41,41%. Les exportations hors hydrocarbures ont également baissé pour se chiffrer à 1 milliard 570 millions de dollars, une baisse de 8,29%. Les produits hors hydrocarbures exportés sont constitués notamment du groupe demi-produits avec près de 1 milliard 288 millions de dollars, les biens alimentaires avec 193 millions de dollars et les produits bruts avec 77 millions de dollars. Les principaux clients de l'Algérie étaient l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et enfin la Turquie. Pour les fournisseurs de l'Algérie, la Chine a maintenu sa première place avec près de 6 milliards 420 millions de dollars. Transport, les ambitions de l'entreprise du métro d'Alger sont rattrapées par la conjoncture financière. Invité de la radio nationale, son directeur général Aoumar Hadbi a fait savoir que les extensions prévues de la place des Martyrs vers Chevalet et celles qui relient Chevalet à Deli Ibrahim, Chiraga et Ouled Fayette sont gelées. Compte rendu de Neriman Alzgen.
Monsieur Omar Habdi, PDG de l'entreprise Métro d'Alger, a refuté ce jeudi le qualificatif de gel de certaines extensions du métro d'Alger en raison de la situation économique. Le responsable préfère le mot pause. Les études concernant le métro de la place des Martyrs vers Chevalet ont été finalisées, mais on n'a pas encore l'enveloppe financière, a-t-il reconnu sur les ondes de la radio nationale. Compte tenu de nos possibilités financières, il y a une pause qui est admise en attendant une amélioration, mais on ne peut pas parler de gel, a-t-il insisté. Actuellement, 2 extensions sont en cours de réalisation, celle allant d'Al-Harrach vers l'aéroport et celle allant de Ain Nadja vers Beraki. En 2017, 18 km de métro seront en exploitation à Alger, selon le même responsable. Interrogé sur le métro d'Oran, M. Habdi a répondu que le projet n'est pas budgétisé. Il a également laissé entendre que le tramway ne sera pas réalisé à Ouergla. Le bus à haut niveau de service est une solution alternative à la crise, a-t-il dit. On nous a demandé de rationaliser les moyens publics et de trouver des solutions moins chères, a-t-il argué pour expliquer un tel choix. La mise en service de la ligne du métro allant de Haïl Badr vers Al-Harrach a permis d'augmenter le trafic de 100%, a relevé M. Habdi. Cette mise en service qui fait passer la ligne du métro de 9 à 13 km a engendré une augmentation du trafic qui atteint 2 millions de voyageurs par mois, a-t-il affirmé. Un chiffre appelé à doubler et à tripler vers la mise en service en décembre 2017 de la ligne Grande Poste Place des Martyrs. Sécurité et conditions météorologiques maintenant, les unités de la protection civile ont enregistré durant la période du 20 au 21 octobre pas moins de 2454 interventions pour répondre aux différents appels de secours suite à des accidents de la circulation, des accidents domestiques et pour les besoins d'évacuation. Le bilan a fait état de plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant cette période. Les 7 accidents les plus mortels ont causé le décès à 5 personnes. Sur les lieux mêmes des accidents aussi, pas moins de 17 personnes blessées ont été traitées et évacuées vers les structures hospitalières par les secours. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de N'Ama, avec une personne décédée et 4 autres blessés, suite au renversement d'un véhicule léger survenu sur la route nationale numéro 22, commune de Kasdir. Par ailleurs, les services de la protection civile sont intervenus suite aux fortes chutes de pluie qui se sont abattues notamment au niveau des wilayas d'Alger, Adrar, Tindouf, Djelfa, Msila, Tipaza, Bouira et Blida. Plusieurs opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales à l'intérieur d'habitations et d'édifices publics ont été également effectuées par les services de la protection civile. Ainsi, dans la wilaya de Djelfa, une femme a perdu la vie alors que son bébé de 6 mois est toujours porté disparu lorsque le véhicule au bord duquel il se trouvait a été emporté par les crues de Oued El-Kharch dans la commune de Ain Feka. Dans la wilaya de Msila, un homme âgé de 27 ans a trouvé la mort à la sortie sud-ouest de Boussaada. Son corps a été repêché près du village Ouled Sidi Issa dans la commune d'El Houamed. Par ailleurs, un homme de 63 ans emporté par les crues de Oued El Gour dans la circonscription communale d'El Gour, Telmsen, a été repêché à Mehrita, commune de Moulay Silsen, alors qu'ils étaient à bord de son véhicule. D'autre part, des dégâts matériels ont été occasionnés par les intempéries, particulièrement à Médéa et Oran, où plusieurs habitations ont été inondées. International, une résolution sur la Palestine critiquant notamment la politique d'Israël à Jérusalem a été votée mercredi à l'UNESCO dans une version expurgée d'une revendication initiale sur le mur des lamentations qui avait suscité la colère de l'État hébreu. Résumé de Yamina Bahir. Soumis par un groupe de pays arabes aux 58 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, le texte a recueilli 26 voix en sa faveur, tandis que 6 délégations ont voté contre, 25 se sont abstenues et une dernière était absente au moment du vote, selon des sources diplomatiques. Les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Estonie sont les 6 pays qui s'y sont opposés. La France s'est pour sa part abstenue, d'après les mêmes sources. La résolution votée condamne fermement les agressions israéliennes et les mesures illégales limitant la liberté de culte et l'accès des musulmans au site sacré de la mosquée Al-Aqsa. Elle déplore vivement en outre les éruptions persistantes d'extrémistes de la droite israélienne sur le site et exhorte Israël à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les agissements provocateurs qui violent son caractère sacré. Toute référence a en revanche été abandonnée à la place El-Bouraq, nom employé par les musulmans pour désigner les abords du mur des lamentations. La rédaction initiale du texte, déposée par l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Maroc et la Tunisie, a suscité la colère d'Israël et l'inquiétude de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui a appelé le Conseil à prendre des décisions qui n'alimentent pas davantage les tensions sur le terrain. Par ailleurs, le président Mahmoud Abbas a appelé Israël à respecter strictement les règles régissant l'esplanade des mosquées à Al-Quds, en recevant hier mercredi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en Cisjordanie occupée.
France, les actes islamophobes ont triplé en 2015, annonce l'Observatoire français contre l'islamophobie. Aux États-Unis, Hillary Clinton, face aux républicains du Congrès, devra s'expliquer sur l'affaire de Benghazi. Suède, une attaque au sabre dans une école fait un mort et plusieurs blessés. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. Un homme masqué et armé d'un sabre a tué un enseignant et grièvement blessé 2 élèves et un adulte ce jeudi dans une école du sud-ouest de la Suède avant d'être neutralisé par des tirs de la police. Portant un masque de la trilogie Star Wars, l'assaillant a fait irruption dans l'école et a attaqué plusieurs personnes, enfants et adultes. Ce drame rarissime dans le royaume scandinave s'est produit à Tolheiton, ville industrielle au nord de Göteborg, aux abords d'un établissement à problème accueillant 400 élèves. Le Premier ministre Stefan Löfven devait se rendre sur place dans l'après-midi. Un enseignant a succombé à ses blessures selon la direction des affaires sanitaires de la ville. Hillary Clinton, candidate à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche et ex-chef de la diplomatie américaine, s'expliquera à nouveau ce jeudi au Congrès sur les attaques de Benghazi, scandale pour les républicains, mais outil de propagande anti-Clinton selon les démocrates. L'ambassadeur américain Chris Stevens, un employé diplomatique et 2 agents de la CIA avaient péri. Les assaillants, de présumés terroristes lourdement armés, avaient facilement violé l'enceinte diplomatique pour incendier la villa de l'ambassadeur, puis attaquer l'annexe de la CIA au mortier, une opération apparemment planifiée. 3 ans après, l'affaire continue d'être associée négativement à celle qui dirigeait alors le département d'État. Sa prestation jeudi pourrait donner des munitions à ses adversaires en cas de maladresse, mais aussi la renforcer si les républicains se comportaient de façon trop partisane ou agressive ou échouaient à découvrir de nouveaux faits. Les actes et menaces islamophobes ont triplé sur les 9 premiers mois de 2015 par rapport à la même période l'an dernier, 330 contre 110, a annoncé jeudi l'Observatoire français contre l'islamophobie, qui établit un lien direct avec les attentats terroristes de janvier. On observe d'ailleurs une nette décélération au 2e et 3e trimestre, où ont été recensés 52 et 56 actes et menaces contre 222 au premier trimestre. Dans la foulée des attentats de janvier à Paris, dans les chiffres communiqués par cette composante du Conseil français du culte musulman, CFCM, qui s'appuie sur les plaintes et mains courantes recensées par le ministère de l'Intérieur. Football, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a suspendu le stade Ismail Makhlouf de Arba'a et a infligé le huis clos pour le SC Arba'a suite aux incidents survenus lors du match de mise à jour contre l'USMA. Dans l'attente de la décision finale, le RC Arba'a disputera ses prochains matchs à domicile dans un autre stade et sans la présence du public, précise le site officiel de l'AFP. Cette décision a été prise par l'AFP suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre retard entre le RC Arba'a et l'USMA, perdu 2-1, disputé mardi 20 octobre pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 Mobilis. Lors de la 9e journée de Ligue 1 prévue vendredi et samedi, le RC Arba'a accueillera le DRB Tadjenet. À la veille de la 9e journée, le RC Arba'a occupe la 16e et dernière place au classement avec 2 points, 6 défaites et 2 matchs nuls. Insolite, aux Galapagos, une nouvelle espèce de tortue géante identifiée en Équateur. Une nouvelle espèce de tortue géante a été identifiée par des scientifiques sur l'île Santa Cruz de l'archipel des Galapagos. Jusqu'à présent, les chercheurs pensaient que les 2 populations de tortues géantes de l'île de Santa Cruz étaient de la même espèce. Mais de nouvelles analyses génétiques ont démontré que les tortues de la partie est de l'île, connues sous le nom de Cerro Fatal, appartiennent à une nouvelle espèce différente de celle de la partie occidentale. Selon l'étude dirigée par la docteure Gisela Caccione de l'université américaine de Yale, cette espèce ne compte que quelques centaines de spécimens. Santé pour clôturer, les médicaments contre l'atout sont au mieux inefficaces ou au pire dangereux. C'est ce qu'affirme le magazine 60 millions de consommateurs qui a passé au banc d'essai 37 sirops, comprimés et sachets contre la toux sèche et la toux grasse. Seuls 5 ont réussi le test, bien que leur efficacité reste limitée. Parmi les révélations de cette enquête, la présence d'alcool ou d'allergènes dans une très grande majorité des produits testés. Pourtant, l'alcool n'a pas sa place dans des médicaments d'automédication qui peuvent être utilisés par de jeunes enfants ou des femmes enceintes, rappellent 60 millions de consommateurs. Les parabènes, conservateurs et colorants présents dans certains médicaments peuvent également provoquer des allergies. Le propylparabène, retrouvé dans 6 des sirops testés, est lui soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.